On ouvre cette nouvelle page du 21 à 23. Et tout de suite, avant de présenter nos invités sur ce plateau, on repart tout de suite sur le terrain et on va les faire réagir. Sur le terrain, à la frontière iranienne, nous allons retrouver Maryse Burgot qui a réalisé ce reportage avec Nicolas Auer et Patrick Miette. Elle est à la frontière pour voir arriver justement les réfugiés, ceux qui tentent de fuir l'Iran. On regarde le reportage tout de suite. C'est le corridor du soulagement. Les visages de ces hommes, femmes et enfants sont marqués par la peur, l'incertitude, l'épuisement. Ils arrivent enfin ici, en Turquie, après avoir fui l'Iran. Ils viennent de traverser cette frontière avec ce pays. Cette mère et sa fille sont franco-iraniennes. Depuis ce midi, la France conseille à ses ressortissants voulant quitter l'Iran de rejoindre les frontières comme celle-ci. Mais ces deux femmes regrettent que ces conseils arrivent seulement maintenant. Ils n'avaient pas de numéro de visible sur leur site. Non, ils avaient un numéro mais ils ne répondaient pas, c'était fermé pendant 3 jours. Est-ce que vous avez le sentiment que le régime pourrait tomber là ? Non. Et moi je pense qu'il vaut même mieux pour l'Iran qu'il ne tombe pas de cette façon parce que c'est vraiment dangereux. On n'a pas envie d'être comme l'Irak ou Libye. Cette femme est seule avec ses deux enfants. Elle vient de Téhéran. Il lui a fallu 3 jours et 3 nuits pour parcourir 850 km. Je suis détruite psychologiquement et si je continue à vous parler, je vais pleurer. J'ai fait toute cette route dans des embouteillages sans fin et j'ai quémandé de l'essence, litre par litre, pour arriver jusqu'ici. Cette jeune femme est contre le régime. Elle témoigne anonymement pour sa sécurité. Elle nous raconte ses messages reçus ces derniers jours sur son téléphone alors que le pays est sous les bombes. Ils continuent à nous harceler avec leurs SMS pour nous dire de porter le hijab, le voile. Et ils mettent encore des amendes. Chaque personne devra payer 5 € pour monter dans ces bus privés et rejoindre la ville la plus proche. Nous suivons cette famille. Paysage de montagne magnifique, mais tristesse de l'exil. Mon rêve, c'est que la guerre se termine, qu'il n'y ait plus de morts, que la paix s'installe et que l'Iran ait enfin un avenir. Fin de la première étape de leur voyage. Ce chauffeur leur demande 66 € pour rejoindre maintenant Istanbul, la capitale turque. C'est trop cher pour cette famille. Désemparés et épuisés, ils vont chercher un hôtel. Et on vous retrouve tout de suite Maryse Burgot, grand reporter à la rédaction au service enquête reportage. Maryse, vous êtes actuellement à Van, c'est à environ 150 km de la frontière iranienne, mais vous étiez, on l'a vu dans votre reportage, à la frontière à Kapikoy toute la journée. On a entendu les Iraniens que vous avez interviewés, ils redoutent notamment un certain chaos, quel que soit, si j'ose dire, leur bord politique. Oui, bonsoir Loïc. Nous étions en effet à ce poste frontière. Il faut imaginer ce poste frontière un peu au milieu de nulle part, mais au milieu de majestueuses montagnes et tant de détresse à ce poste frontière. Nous avons croisé en effet des gens qui étaient souvent complètement perdus, qui sont venus ici à Van, où je me trouve. C'est à 1h30 de route de ce poste frontière. Ils cherchent tous désespérément un hôtel pour pouvoir dormir et puis pour pouvoir ensuite aller éventuellement dans la capitale à Istanbul, mais les billets sont très très chers. Et c'est vrai que tous ces gens avec qui nous avons parlé ont peur la plupart du temps du chaos. Ils disent que s'il y a une intervention extérieure ou si le régime des ayatollahs tombait à cause d'une intervention extérieure, eh bien ce serait un scénario semblable à ce qui s'est passé en Irak ou encore en Libye et que ce serait le chaos. Mais il faut dire aussi que nous avons vu des gens pro-régime qui étaient là aussi et qui nous ont donné des slogans comme mort à Israël et aussi des femmes du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Vous savez, ce sont ces femmes qui militent contre le port du voile et qui demandent plus de liberté pour les femmes. Eh bien, elles sont ouvertement pour la fin du régime des ayatollahs. Mais bien sûr, elles ne le disent pas ouvertement parce que c'est très dangereux pour elles, surtout si elles veulent retourner dans leur pays un jour. Alors, Maryse, on a aussi entendu dans votre reportage des franco-iraniens se plaindre du manque d'aide des autorités françaises. Est-ce que vous savez ce qui est peut-être prévu dans les heures qui viennent pour aider ces ressortissants français ?
Oui, c'est vrai, Loïc, que les deux franco-iraniennes que nous avons croisées n'étaient pas du tout contentes parce qu'elles ont eu l'impression d'être livrées à elles-mêmes. C'est vrai que comme Internet fonctionne très mal et parfois pas du tout en ce moment à Téhéran, eh bien, elles n'ont jamais réussi à joindre ce fameux numéro d'urgence. Alors là, les autorités françaises ont annoncé aujourd'hui qu'elles allaient envoyer des représentants devant ces postes frontières où peuvent arriver des franco-iraniens et ces représentants vont tenter de les aider à faire leur démarche pour éventuellement rentrer vers la France. Il y a bel et bien un numéro d'urgence. Vous pouvez le voir sur le site de l'ambassade de France à Téhéran. Nous avons essayé de le joindre plusieurs fois aujourd'hui. Il n'a jamais fonctionné. Mais en revanche, si vous appelez le numéro français, parce qu'il y a aussi un numéro français, eh bien cela fonctionne. Merci beaucoup Maryse Burgot, sur le terrain, à la frontière avec l'Iran, en Turquie. Bon courage Maryse, à vous et à votre équipe. Et merci d'avoir été avec nous. On accueille sur ce plateau Pouria Amirchahi. Bonsoir, vous êtes député de Paris, groupe écologiste et social. Vous êtes aussi franco-iranien, né en Iran. À vos côtés, le général Christophe Gomard. Bonsoir. Bonsoir. Député européen LR, ancien directeur du renseignement militaire et commandant des opérations spéciales. Et puis notre fidèle compagnon, tout de suite, qui est à nos côtés, Alban Mikosi, pilier de la rédaction, ancien correspondant à Moscou et en Italie notamment. Pouria Amirchahi, qu'est-ce que vous inspire ces images quand vous voyez ces réfugiés, ces civils iraniens fuyant le pays? Il y a dans tout drame populaire, et le peuple iranien en vient, une dimension universelle. Ce que vivent les Iraniens en exil, c'est aussi les images des premières agressions russes en Ukraine. On avait vu des flots humains quitter les routes. Et je pourrais citer malheureusement la liste de tous les pays où le désastre vient envahir de malheur des civils qui n'avaient évidemment rien demandé d'autre que le droit à une vie douce qui ne leur est pas permise. En Iran en particulier, parce que les Iraniens sont mis sous cloche par ce régime théocratique, criminel depuis longtemps, mais ils n'entendent pas globalement se faire libérer par un criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale et qui, évidemment, n'a absolument pas l'intention de faire autre chose que d'affaiblir l'Iran pour des raisons sans doute stratégiques, mais dont il sait parfaitement que la guerre qu'il conduit aujourd'hui, sur un agenda réactionnaire et dangereux, a aussi pour objectif l'effondrement d'un pays pour garantir à lui et à d'autres alliés, je pense à l'Arabie Saoudite, une forme de puissance régionale garantie. Je voudrais quand même dire une chose sur la réalité géopolitique qui semble nous rattraper là. Il faut s'instruire de l'histoire. Vous l'avez déjà dit sur votre plateau hier et les heures précédentes. On se souvient de 2003. L'effondrement de l'Irak en 2003, au départ, pour lutter contre des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Et ensuite, pour expliquer qu'il fallait libérer un peuple de son tyran, a donné une chose, Daesh. C'est-à-dire la dissémination du pire dans une région entière. Et on ne fera pas croire, aujourd'hui en 2025, et là vraiment je voudrais que, avec gravité, les responsables politiques, les chefs d'État et de gouvernement encore empreints de valeurs démocratiques, comprennent ce qui est en train de se jouer là. C'est-à-dire que nous avons un agenda dicté par des personnes dont il faut nommer les acteurs pour comprendre où on en est. Poutine, Netanyahou, Donald Trump, Khamenei. Et donc, à rebours du droit international, qui a été construit pour éviter le retour à la guerre. Nous avons là des gens qui, dans leur agenda, qui est un agenda prédateur de ressources, avec, encore une fois, une marche forcée vers leur puissance régionale et leur influence directe au service de leurs seuls intérêts. C'est-à-dire à rebours, et je finis sur ce point, à rebours des enjeux du moment qui doivent normalement, quand on est un dirigeant français, européen, ou démocrate de n'importe quel pays, de n'importe quelle culture, comprendre que les enjeux de l'humanité, c'est d'abord et avant tout, il est minuit moins une, la coopération internationale et pas la guerre, pas la destruction des civilisations et des peuples. Et j'ai l'impression qu'on commente là des guerres, des technologies de guerre. Évidemment, ils sont puissants, Israël, et surtout alliés aux États-Unis. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit au fond de notre époque, qui est en train, devant nous, de rentrer dans une déréliction générale où les principes de droit international n'ont plus aucune valeur, où ceux-là même qui sont censés, qui invoquent leur rôle libérateur, ne libèrent rien du tout.
ils bombardent. Mais s'ils veulent vraiment libérer les gens, qu'ils commencent par protéger les gens. Et donc, il faut respecter le droit international. Et rien dans cette guerre, pour le moment, n'est justifié au regard du droit international. On va continuer, évidemment, au cours de cette émission, notamment avec le général Gomard, qui restera avec nous toute l'heure, de parler justement de toutes ces tensions et de tous ces acteurs dans la région qui tirent les ficelles. Mais, général Gomard, quand on entendait ces réfugiés iraniens parler du risque de chaos, et on sait bien, et vous en parliez, monsieur Amir Chahi, le risque de chaos, vous qui avez été aux commandes d'un certain nombre d'opérations, est-ce que la chute d'un régime, qui arrivera peut-être, celle d'Ebola, c'est pas forcément le paradis qui suit derrière? J'ai bien entendu effectivement cette franco-iranienne qui s'est exprimée ainsi, ça a été repris ensuite par votre envoyé spécial, Maris Burgo. De fait, elles attendent le renversement du régime d'Ebola, mais pas de cette manière-là. C'est-à-dire que derrière, il y a l'exemple de la Libye avec Kadhafi, il y a l'exemple de l'Irak avec Saddam Hussein, où de fait, on a vu que l'intervention militaire américaine côté Irak et franco-britannique côté Libye a donné la suite, une espèce de guerre civile et une guerre interminable avec des terroristes, etc. Donc, de fait, la volonté de vouloir que ce régime d'Ebola disparaisse est commun à tous les gens qu'on a entendus, reste la manière. C'est-à-dire comment on renverse ce régime, si ce n'est de manière démocratique, ça me semble impossible, puisque c'est un régime démocratique, comme monsieur vient de le dire, mais comment on va le faire tomber? Après, je ne mettrai pas sur un même plan Poutine, Trump, Netanyahou et puis l'Iranien. Ça n'est pas du tout la même chose. Trump et Netanyahou habitent dans la démocratie, sur la tête de démocratie, ont été élus par un peuple souverain. On n'est pas du tout dans la même dimension. Et d'ailleurs, Trump n'a pas encore fait la guerre. Trump a été élu justement pour éviter de faire la guerre. Donc attendons de voir. Il y a eu vraiment le doute. Oui, mais j'allais dire, c'est dans la négociation pour essayer que les Iraniens arrêtent leurs tirs et que les Israéliens aussi arrêtent leurs tirs. Il est dans la négo. Et on l'a bien vu, ces négociations est toujours assez brutale, assez incompréhensible pour des gens plus rationnels, mais le fait est là. Donc hier, c'était peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Aujourd'hui, c'est dans 15 jours, nous verrons, en espérant que d'ici à 15 jours, ça ne se sera pas arrêté. Je crains, malheureusement, que ça dure encore. Les Iraniens ont suffisamment de munitions pour le faire. Quant aux Israéliens, ils ont également suffisamment de munitions et, en effet, aidés par les Américains. Alban Mikosi, au cours de votre carrière, vous les avez vus, ces manœuvres pour tenter de faire tomber des régimes, parfois de bonne foi. On se rappelle le Mali, le Sahel. Avec des résultats variables. Moi, ce qui me marque dans le reportage de Maryse, d'abord dans un premier temps, c'est... moi, je connais cette ville de Van qui se trouve tout au bout de la Turquie. Il faut bien comprendre qu'on est d'abord dans la zone la plus pauvre de la Turquie, qu'on est à 1500 km d'Istanbul et que les réfugiés qui sont arrivés là-bas, ils sont malheureusement un peu livrés à eux-mêmes. On n'est pas dans une région riche, on n'est pas dans une région qui est prête comme ça. Alors, la Turquie a déjà accueilli des millions de réfugiés syriens. Il faut comprendre qu'à Van, on va s'installer pour une durée indéterminée. Oui, certains feront les 20 heures de bus qui les sépareront d'Istanbul et trouveront peut-être de la famille, pourquoi pas en Occident, pour les accueillir, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Pour la majorité, ce sont des gens qui vont rester dans ces situations où, vous voyez, ils ont une valise avec les affaires d'une semaine. De leur vie, il reste ces affaires d'une semaine, avec l'espoir d'un retour un jour. Mais dans quel pays ? Ça sera, on en débattra sûrement. Et puis dire que l'autre pays qui est la grande sortie actuellement, c'est l'Azerbaïdjan, qui se trouve non loin, donc côté nord de l'Iran, et que là-bas aussi, on voit les mêmes scènes, avec là aussi une grande difficulté à accueillir des gens, parce que ce sont des pays qui ne s'y attendaient pas. Alors l'Azerbaïdjan est un pays plus riche. Surtout, il est plus petit, il aurait les moyens d'aider davantage sans doute, mais la relation entre l'Azerbaïdjan et l'Iran a toujours été extrêmement compliquée. Alors on va continuer la discussion. Juste après, je voudrais vous montrer des explications. Je vais aller retrouver Lucas de Villepin, parce qu'on va voir comment Israël, ces derniers jours, a méthodiquement éliminé, décapité le haut commandement iranien. Lucas de Villepin, bonsoir, on en parle avec vous. Quelles figures précisément ont été éliminées par les frappes israéliennes ou les assassinats ciblés? Eh bien, l'État hébreu s'en est d'abord pris au haut gradé de l'armée iranienne et en premier lieu Mohamed Bagheri, qui est le chef d'état-major, qui était le chef d'état-major de l'armée iranienne. Il a été tué dès le premier soir des frappes israéliennes il y a près d'une semaine.
également tué ce même soir Gholam Ali Rachid, qui était le chef du commandement central de l'armée. Il avait un rôle stratégique puisqu'il devait coordonner les activités de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air. Il a été d'ailleurs immédiatement remplacé par Ali Shamdani, mais qui est resté en poste 3 jours seulement puisqu'il a été tué il y a 2 jours. Les 3 sont donc éliminés. Alors, là, on a vu l'armée, si j'ose dire l'armée conventionnelle. Il y a aussi les frappes sur les gardiens de la Révolution. Là, c'est vraiment le bras armé idéologique du régime. Oui, les gardiens de la Révolution, qu'on appelle également les Pasdaran, c'est une armée parallèle qui noyote l'ensemble de la société iranienne et qui est sous les ordres directs du guide suprême Ali Khamenei. Alors, les gardiens de la Révolution, leur chef a été tué également le premier soir, entre la nuit de jeudi et vendredi, Hossein Salami. Également éliminé il y a 2 jours, Mohamed Kazemi, qui était le tout-puissant chef des renseignements, et puis un personnage clé, Amir Ali Ajizadeh, qui était le chef des forces aérospatiales. En clair, il était responsable du programme balistique des missiles sol-air de la République islamique. Et puis Israël a frappé les scientifiques iraniens, des hauts scientifiques. 9 d'entre eux ont été tués. Tous n'ont pas été identifiés, mais on sait que Feredoun Abbasi, qui était le responsable de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, a été tué mardi soir. Et puis Mohamed Mehdi Tebranchi, qui était le président de la plus prestigieuse université de l'Iran, l'université d'Azad, est également mort. Israël qui a donc décapité des scientifiques de haut rang qui étaient responsables du programme nucléaire de Téhéran. Merci Lucas. Et j'ajoute, dernière minute, qu'on a appris que la Maison-Blanche dit que justement, l'Iran aura été à 15 jours de la capacité de fabriquer une bombe nucléaire. Pour l'instant, c'est ce que déclare la Maison-Blanche, mais on n'a pas encore de confirmation. Je reviens vers vous, Général Gomar. On vient de voir ces éliminations ciblées. Alors, je ne vous demande pas si vous en avez supervisé. Vous avez été justement dans les opérations spéciales. Mais ça peut faire partie du job d'une force militaire. Éliminer un appareil sécuritaire, militaire, bras armé du régime, ça se fait. Est-ce que, là encore, ça peut être couronné de succès dans une vision à plus long terme, si j'ose dire? L'idée d'Israël, c'est de retarder, voire d'annihiler toute tentative de l'Iran de fabriquer un engin nucléaire et une bombe nucléaire. De fait, ça le retarde. Depuis des années, Israël a mis des virus dans le système de centrifugeuses nucléaires. Depuis des années, Israël a déjà éliminé des scientifiques, a déjà éliminé des têtes de chaîne, des Pasdaran ou des militaires iraniens. Leur but, c'est ça. Leur but, c'est empêcher l'Iran de détenir l'arme nucléaire, parce que l'Iran, dans le discours permanent iranien, c'est la destruction d'Israël. Donc en fait, c'est pas un jeu du chat à la souris. Aujourd'hui, c'est deux chats qui s'affrontent, j'allais dire. Mais on voit bien la volonté de ralentir cet accès à un engin nucléaire demain par l'Iran. Et ça vise à ça. Ça ne marchera peut-être pas. Ce qui est certain, c'est que ça ralentit. Parce qu'une fois que vous avez tué un chef, vous tuez le sous-chef, puis le sous-sous-chef. C'est évident que pour retrouver la même compétence ou les mêmes expériences, ça met du temps. C'est d'autant plus vrai chez les scientifiques, même s'il y en a beaucoup chez les Iraniens. N'oublions pas que c'est quand même, j'allais dire, la culture perse. Donc c'est une vraie civilisation très ancienne. Et souvent des gens très brillants, très bien formés. Absolument, absolument. Et on voit bien que leur idée, c'est à la fois taper sur les dirigeants militaires et puis sur les scientifiques. Leur idée, c'est retarder ça au maximum. Y arriveront-ils? Ça, je ne peux pas le dire aujourd'hui. Pendant que vous parliez, on voyait juste les images de la télévision d'État iranienne qui a été frappée il y a quelques jours. Pouria Amirchahi, pour revenir sur ces éliminations ciblées, je sais bien que votre famille n'était pas vraiment amie avec les mollahs, pas non plus avec le Shah, je vous poserai une question là-dessus après, mais ces assassinats ciblés, c'est du pragmatisme militaire, c'est une bonne chose quand on sait ce qu'ont fait les mollahs, ou c'est quand même en dehors du droit international? Alors, vous qui êtes député. Je vais le dire simplement, je ne suis pas sûr que les Iraniens, les Iraniennes qui ont subi les exactions de quelques-uns de ces chefs militaires les pleurent. Mais il ne faut pas laisser M. Netanyahou continuer une guerre illégale. C'est aussi simple que cela. Cet homme est en train de massacrer cet homme est en train de massacrer des Palestiniens en masse. Il est pour cela recherché par la Cour pénale internationale. Et pardonnez-moi, mais je ne comprends pas comment on peut ne pas voir la gravité de ces pays qui basculent
dans quelque chose d'inconnu et qui va nous entraîner vers le pire. Car vous parlez de dirigeants qui sont des démocrates. Mais écoutez, élus démocratiquement. Ils sont peut-être élus démocratiquement, il y en a eu d'autres dans l'histoire. Mais quand vous êtes élu démocratiquement et que vous dites le Canada est à moi, le Groenland est à moi, vous appelez ça comment? Lorsque vous êtes élu démocratiquement et que vous massacrez un peuple entier, permettez-moi de dire... Est-ce que le Canada est américain? Non. Est-ce que le Groenland est américain? Non, toujours pas. D'accord, mais l'intention même, Non, mais exprimer, oui, mais vous savez, Netanyahou, il a fonctionné par intention aussi. Et puis il est passé aux actes à un moment donné. Et on voit le résultat ici. Qui a commencé le 7 octobre? Qui a commencé, monsieur, le 7 octobre? Rappelons-nous le 7 octobre. Alors, on en parlait hier sur ce plateau. Moi, je ne vous ai pas interrompu, mais si vous voulez qu'on fasse de la polémique, on peut. J'essaie de mettre domino. J'essaie de mettre. Mais je voudrais que on se rende compte du fait que notre position de commentaire, y compris sur les technologies militaires, dont sans doute vous maîtrisez les éléments, pas moi en tout cas, nous amène, mais je comprends bien, nous amène à nous éloigner d'enjeux beaucoup plus fondamentaux qui sont le respect du droit international, que plus personne ne respecte, et notamment ceux qui sont censés en être les garants. Et nos chancelleries, toutes les chancelleries, ne peuvent de donner quitus à des guerres, je m'excuse de le dire, illégales. Et quand bien même l'objectif serait, ce qui n'est pas celui de Netanyahou, qui respecte le droit international, précisément. On ne peut pas, par exemple, dire d'un pays qui en attaque un autre qu'il est dans la légitime défense. C'est pas comme ça, c'est pas tout à fait les notions du droit international. Et normalement, vous savez ça aussi bien, si ce n'est mieux que moi. Ce que je voudrais dire, c'est que le chaos qui est en train de s'installer ne va certainement pas servir à la libération du peuple iranien. Chacun en a conscience. À quel moment on comprendra que ces objectifs d'affaiblissement de l'Iran auront en fait été finalement laissés aux mains d'une intention qui est tout sauf une intention démocratique et de libération. Personne n'entend soutenir, ici en tout cas, le régime iranien. Ce n'est pas à moi qu'on va faire ce procès d'intention-là. Mais tant qu'on ne procède pas par le droit et que c'est la déraison, la force qui domine, il n'y a plus de droit. Il n'y a plus de droit. Là, on n'est plus dans un État où le respect du droit international est la préoccupation première de ces dirigeants-là. Alors ça peut paraître des mots abscons, mais il s'agit de millions de femmes et d'hommes. Et derrière, vous verrez que l'Europe sera rattrapée. Et on pourrait avoir un retour de boomerang immense si les chancelleries européennes n'exercent pas leur droit, en tant qu'État souverain, de dire stop. Alors Pourquoi justement, non mais j'avais envie de rebondir avec Alban Mikosi et je reviens avec vous. Alban, ce qui résulte de ce que vient de dire Pouria Mirchahi, c'est en fait où est passé l'ONU? On en entend parler. Il y a un Conseil de sécurité qui doit se tenir demain. Mais... L'idée sur laquelle on sera tous d'accord ici, c'est la disparition totale de l'ONU, on va dire, depuis les derniers conflits. Non seulement son impuissance, mais même le fait qu'elle est devenue totalement inaudible. Alors, Antonio Guterres n'est tout simplement pas un interlocuteur. Ça, c'est un ministre israélien qui disait ça il y a quelques jours. Ce n'est pas un interlocuteur, mais c'est quand même le secrétaire général de l'ONU. Mais, j'allais dire, ça n'est que le dernier clou à un cercueil qui était déjà fermé. Qu'a fait la Russie, sinon marcher sur l'intégralité des recommandations de l'ONU, qu'ont fait les États-Unis dans le conflit de Gaza, sinon que de marcher là aussi sur toutes les résolutions qui ont été prises à l'ONU, et Israël le fait depuis de nombreuses années. Moi, ce qui me marque dans ce conflit, c'est effectivement l'absence de l'ONU, mais même le fait qu'elle ait disparu même de nos pensées. Il n'y a pas encore un État qui ait dit « mais et si on réunissait d'urgence un Conseil de l'ONU avec tout le monde, et si on prenait un peu de temps, si on faisait un moratoire le temps de la réunion ?» Non, ça, plus personne n'en parle. L'ONU a disparu dans ce conflit, comme elle avait disparu à Gaza, comme elle a disparu en Ukraine. Alors, pour terminer, de toute façon, Christophe Gomard, vous restez avec nous dans la demi-heure qui vient. Pouria Mirchahi doit s'absenter après. Donc, j'ai envie de poser une dernière question avant notre rappel de titre. Vous allez pouvoir réagir à ce que vient de dire Alban. Mais j'avais aussi envie de vous poser une question. Tout à l'heure, on parlait des conséquences en cascade et des retours de boomerang. Je crois que vous disiez cela. Alors, vous êtes bien plus expert que moi en histoire iranienne, mais on parle toujours de la révolution iranienne des Mollahs en 79. Mais on oublie qu'en 53... téléguidé par les États-Unis, sans doute la CIA, il y a eu un coup d'État qui a renversé un
chef d'État légitimement élu. Le Shah revient. Votre famille n'était pas non plus très bien traitée par le Shah. Et donc, on voit bien que les Américains mettent en place un régime qui croit être à leur solde, celui du Shah. Et puis, après, le boomerang arrive. Vous avez parfaitement résumé les mauvaises ruses de l'histoire. Et c'est ce qui risque de nous arriver. L'Europe, l'Occident en général, ne peut pas, elle qui a voulu faire prévaloir sa légitimité fondatrice de valeurs universelles, être celle qui cautionne la dérédiction générale de ce système de valeurs. Or, c'est ce qui nous est reproché et qui nous est renvoyé, le deux poids, deux mesures, qu'on entend régulièrement. Deux poids, deux mesures à tous les niveaux. Par exemple, je vous donne un exemple que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez dit, et je vous en remercie, et je suis très touché, la grande civilisation iranienne, c'est une grande civilisation. Mais toutes les cultures sont des grandes civilisations. La palestinienne tout autant que l'ukrainienne. Des grandes civilisations qui contribuent au bien commun de notre humanité. Et puisque l'on parle, je vais sortir des principes pour revenir à la question iranienne. Il y a eu une contrainte faite à l'Iran, heureusement, pour contrôler son programme d'enrichissement nucléaire. Pourquoi ça s'est arrêté et qui l'a arrêté? Donald Trump. Il y avait des contrôles, ça fonctionnait. Il y avait des contraintes, c'était ralenti. Et je veux dire, leur niveau d'enrichissement était tel qu'ils n'étaient pas en capacité, et d'ailleurs, ils ne sont toujours pas en capacité de produire une bombe atomique, même si, effectivement, ils ont un programme d'enrichissement. C'est Donald Trump qui a pris cette décision. Pas moi qui le dis, c'est François Hollande, l'ancien président de la République. Il était des négociations. Au premier rang de ces négociations, comprenez bien l'irresponsabilité coupable de dirigeants politiques qui, au nom de valeurs qu'ils ne prétendent pas défendre eux-mêmes. Et d'ailleurs, ce mensonge ne marche plus auprès des peuples. Ne marche plus. Ah, mais de toute façon, Donald Trump ne cherche même pas à le cacher. Alors, au moins, il y a Alors, le mot de la fin pour Amir Shaikh. Il y a cette apparence de vérité. Mais oui, vous avez raison. À force de vouloir, au nom des peuples et à leur place, surtout venant de l'extérieur, leur dire ce qu'il faut faire, je crois que vous prenez en pleine figure l'amertume profonde et la rancœur plutôt que la reconnaissance d'alliés réels. Et je vous assure que pour avoir discuté avec des réfugiés qui étaient des femmes qui se dévoilaient en Iran, elles ne le vivent pas du tout comme ça. Elles auraient peut-être besoin de plus d'aide et on contribue beaucoup à la résistance iranienne en finançant les films indépendants iraniens qu'en leur envoyant des bombes sur la tête. Allez, merci beaucoup pour Amir Shaikh.